Bon, ben voilà, c'est avec un très, très grand plaisir que je vous présente nos deux intervenants qui vont vous parler de leur expérience riche et originale et efficace d'utilisation de l'auto-hypnose dans un cadre hospitalier pour des patients qui ont des pathologies chroniques. Donc voilà, je vous invite à peut-être déjà les applaudir, hein. Jérôme Schweitzer et Stéphane Bouvier, ils sont tous les deux anesthésistes. Ils sont formés à l'hypnose depuis peut-être une dizaine d'années. D'abord l'hypnose des douleurs aiguës, puis dans le cas de la douleur chronique, et puis ensuite on fait la formation en thérapie brève, et on a même un projet de monter une formation hypnose et thérapie créative à Grenoble. On en parlera bientôt. Donc c'est à vous, chers amis. Bonjour, merci Claude. Est-ce que déjà on nous entend bien là? C'est pas trop. Oui. Ça marche? Ok. Oui, très bien. Très bien. Bon, ben, merci Claude pour cette présentation, cette invitation. Donc moi je me présente, je suis Stéphane Bouvier. Voilà. Et je suis avec mon complice Jérôme Schweitzer. Bonjour. Donc là on est dans nos locaux, dans notre bureau de consultation à la clinique. On travaille à la clinique mutualiste de Grenoble. Et donc là aujourd'hui, l'idée dans cette journée d'auto-hypnose, c'était de vous parler de manière plutôt pratique des groupes qu'on a mis en place pour l'apprentissage de l'auto-hypnose dédié aux patients de cancérologie. Alors, forcément, ça marche. Voilà, ça marche. Donc l'hypnose en cancérologie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a déjà un petit peu de bibliographie là-dessus qui a montré que ce soit des revues de la biblio, que ce soit des études spécifiques, qui ont montré qu'il y avait vraiment un intérêt à introduire ou à utiliser de l'hypnose dans le cadre de la prise en charge de patients qui viennent pour des cancers. Que ce soit dans le cadre du diagnostic, l'hypnose a montré que ça pouvait baisser le stress, la douleur lors de gestes diagnostiques, que ce soit des ponctions, des biopsies, des ponctions lombaires, des biopsies ostéomédulaires. L'hypnose a aussi montré un intérêt dans le cadre de la chirurgie, notamment il y a pas mal d'études sur la chirurgie du sein ou de la thyroïde, où l'hypnose pouvait baisser la douleur, l'anxiété, que ce soit en préopératoire ou que ce soit en péropératoire. En radiothérapie, il semblerait que l'hypnose permette de diminuer l'efficacité dans le cancer du sein, permette de diminuer la fatigue liée à la radiothérapie. Et puis dans le cadre de la chimiothérapie, il semblerait que l'hypnose puisse avoir une action notamment sur les nausées anticipées, les nausées qui sont causées, qui se déclenchent en amont de la cure de chimiothérapie. Et puis après, il y a pas mal d'études qui sont sorties récemment pour le domaine qui nous concerne aujourd'hui, sur plutôt la qualité de vie en cancérologie, l'intérêt de l'hypnose dans la qualité de vie des patients. Il y a pas mal d'études qui ont été faites soit sur des patients en consultation individuelle, et puis ces dernières années, de l'équipe de Charlotte Grégoire, Marie-Lise Fémonville à Liège, qui ont sorti des études en comparant des groupes qui se forment à l'auto-hypnose, auto-hypnose méditation, versus des groupes qui ne sont pas formés. Et ça a montré que l'auto-hypnose permettait d'améliorer l'anxiété, permettait de faire que les patients récupéraient plus d'énergie, qu'ils étaient moins déprimés, qu'ils avaient une meilleure estime de soi, etc. Donc l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très intéressant dans le cadre de la cancérologie. Nous, ça fait depuis les années 2015-2016 qu'on voulait sortir du bloc opératoire. Ici, on a un institut de cancérologie, l'Institut Daniel Hollard, et on s'est demandé comment on pouvait amener les techniques qu'on connaissait aux patients dans les services. Donc, on faisait des petites visites, des fois ponctuelles, aux gens qui étaient hospitalisés, mais c'était pas satisfaisant, c'était très contraignant en termes de temps, en termes de disponibilité, etc. Donc, on se demandait s'il n'y avait pas moyen d'avoir une méthode, une manière de faire en sorte que les gens puissent apprendre déjà l'auto-hypnose pour être autonomes, pour pouvoir se débrouiller tout seul grâce aux outils hypnotiques, et s'il n'y avait pas moyen de faire en sorte que ce soit plus efficace pour diffuser cet enseignement. Donc, comment ça s'est mis en place dans notre clinique, au GHM de Grenoble?
Donc, je vous disais au départ, c'était pour répondre à des contraintes de temps, des contraintes financières. Il s'est passé que ça tombait bien au congrès émergence de Saint-Malo, qui devait être en 2016. Moi, j'ai assisté à un atelier de Sophie Cohen qui elle a mis en place, mais fait toujours ça, des groupes d'auto-hypnose pour les patients de la douleur chronique. Et on s'est dit, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être très, très intéressant et qu'on pourrait très probablement exploiter, utiliser pour les patients de cancérologie. Donc après, en 2017, on allait se former auprès de Sophie Cohen, qui fait des formations sur ce sujet, des formations d'utilisation de groupes pour apprendre aux patients l'auto-hypnose. Et puis après, on a mis ça en place dans la clinique. Et depuis, donc, ça fait 4 ans, 5 ans qu'on met en place et que, vu qu'on a des retours très, très positifs, on continue d'utiliser ça dans l'établissement. On se rend compte qu'il y a vraiment un effet groupe, qu'il y a une émulation très, très positive, il y a un renforcement très positif de l'apprentissage, de la motivation à travers le groupe. Et puis nous, c'est vraiment à travers les groupes, on retrouve que les patients donnent des retours très, très positifs. Et pour nous-mêmes, c'est quelque chose de très positif. C'est vraiment à travers les groupes, c'est dur à expliquer, mais il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe en échange avec les patients, sur le plan humain, etc. Donc c'est vraiment une expérience qui est très, très, très intéressante à faire et à mettre en place. Donc comment on a fait pour mettre ça en place? Jérôme va vous en parler un petit peu plus. Effectivement, notre objectif, là, c'est de partager avec vous tous les petits trucs organisationnels et pratiques. Ce matin, Claude Viraud vous a fait la théorie de l'auto-hypnose. On ne va pas revenir dessus. Là, c'est vraiment pour vous aider éventuellement à mettre ça en place chez vous, grâce à des petits trucs qu'on a mis en place au fur et à mesure. Donc, on va beaucoup parler d'organisation. Alors, tout d'abord, comment est-ce qu'on recrute nos patients? Tous les patients de nos groupes, c'est des patients du groupe hospitalier mutualiste et principalement de cancérologie de l'Institut Daniel Hollard, où l'ensemble de l'équipe est au courant de ces ateliers et donc nous les adresse. Alors, la plupart sont adressés par l'infirmière de temps d'accueil soignant ou par les oncologues, mais après, toutes les autres personnes aussi peuvent nous les adresser, comme les autres médecins, les psychologues, etc. Étant donné que ça marche bien, il y a également un bouche à oreille qui se fait, et puis les patients ils s'adressent entre eux. Une fois qu'ils rencontrent ces personnes et qu'on leur adresse ça, l'oncologue ou l'infirmière TAS leur donne une fiche d'information sur ce que c'est et les invite à prendre contact avec notre secrétaire qui les inscrit sur une liste d'attente. Et puis quand on arrive à 4 personnes, on définit nos dates. En général, il y a encore une 5e ou une 6e personne qui se rajoute dans le groupe avant le début de la formation. Ces patients, donc, ils ont tous des cancers, mais différents, hein, foie, sein, côlon, peu importe. Ils sont aussi à des stades différents de leur cancer. Il y en a, ils viennent d'apprendre le diagnostic, dont d'autres ont déjà passé par la chirurgie, plusieurs lignes de chimio, etc. Ce qui en fait donc un groupe un petit peu hétérogène au niveau de leur évolution dans leur maladie. Et c'est important d'avoir ça en tête, on y reviendra. On programme donc à l'avance 6 séances qui vont durer à peu près 1h30 chacune. C'est important de mettre ces 6 séances toujours au même horaire et le même jour, dans un souci de clarté et puis d'observance de la formation de la part des patients. Après, des fois, il nous arrive de changer un peu les horaires ou les dates, mais c'est quand même mieux de garder quelque chose de très systématique. Donc moi, par exemple, en général, c'est les lundis soirs à 17h30 jusqu'à 19h. On espace nos séances de 1 à 2 semaines, ce qui fait que donc, ces 6 séances ont lieu sur 2 mois. Et il arrive parfois que les patients soient absents, hein, surtout les patients de cancéro, parce que soit la chimio la veille a été un peu trop dure et ils sont trop fatigués, ou bien parce qu'ils sont hospitalisés pour une raison ou une autre. Dans ce cas-là, on leur propose en général une séance de rattrapage en individuel pour qu'ils puissent avoir la formation complète. Alors on fait ça dans un certain cadre, hein, et on demande
fait en sorte un contrat de formation avec les patients, en leur disant si vous voulez vous inscrire, vous êtes les bienvenus, c'est gratuit. Ces ateliers, en fait, ils sont financés par des associations qui donnent de l'argent pour la cancérologie. Et donc, on leur demande avant tout à s'engager de venir aux 6 séances, et ça, c'est vraiment important pour le groupe. Hein. Ce n'est pas pour le patient, évidemment, c'est important parce que s'il y a des étapes, il y aura des manques, mais c'est surtout important aussi pour la cohésion du groupe. Que tous, voilà. Et donc, il y a une progression logique. On apprend différents outils avec une suite logique. Et donc, s'il manque une des séances, par exemple, si le patient ne vient pas pour la séance où on leur apprend le lieu sûr, la séance d'après, en général, on fait l'ancrage sur le lieu sûr, c'est sûr que s'il n'a pas eu la séance sur le lieu sûr, c'est problématique. Donc, on leur demande de s'engager à venir aux 6 séances. On leur demande aussi de s'entraîner régulièrement. Claude a tout à l'heure bien insisté sur le fait que cet entraînement, il est primordial, et c'est vrai. Et très rapidement, on voit tout de suite qui s'entraîne et qui ne s'entraîne pas. Parce que lors de la réalisation d'une réification ou d'un gant, les résultats ils seront beaucoup plus forts chez les gens entraînés que ceux qui s'entraînent beaucoup moins. Et puis, on leur demande également d'emmener de quoi enregistrer la séance, parce que certaines parties, enfin les parties techniques, on leur propose de les enregistrer. Alors, cet enregistrement, il est vraiment là pour apprendre à progresser, pour apprendre à effectuer l'hypnose. Il n'a pas but de rester à vie. Hein. Il faut évidemment que vos patients s'autonomisent, qu'ils ne dépendent pas d'un enregistrement, qu'ils ne dépendent pas de votre voix. Mais au début, c'est intéressant de pouvoir réécouter la technique, éventuellement s'ils souhaitent. Mais donc en leur disant bien que c'est vraiment destiné à l'apprentissage et que rapidement, ils doivent s'en débarrasser. Ensuite, on met quelques règles pour que cela se passe bien. La première, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de détails sur la pathologie. Et on leur demande donc de ne pas parler de leur cancer, ça pour plusieurs raisons. Déjà, c'est pas l'objectif de ces séances n'est pas celui-là, et il y a des lieux dédiés pour parler de ces pathologies. Mais surtout, comme je vous ai dit, les gens ils sont à des stades un peu différents de la maladie, et le risque, c'est que certains patients donnent des suggestions extrêmement négatives aux autres. Hein, si un patient qui en est à sa 4e ligne de chimio, qui ne supporte pas, commence à dire qu'il perd tous ses cheveux, qu'il est hyper fatigué, qu'il ne peut plus rien faire, qu'il a tout le temps des nausées, qu'il n'arrive plus à manger, à cause de son cancer du côlon, et qu'en face, on a une patiente à qui on vient de découvrir le cancer du côlon, mais qui n'a pas débuté la chimiothérapie, il y a vraiment un risque de faire des suggestions très négatives. Donc, il faut faire très attention et pas hésiter à interrompre le patient si jamais il commence à partir et à parler trop de sa pathologie. Ce n'est pas non plus un lieu où on fait de la thérapie individuelle. Et donc, certains patients, ils viennent dans l'idée qu'avec l'auto-hypnose, ils vont arrêter le tabac ou régler un problème de phobie ou je ne sais quoi. Donc, ce n'est pas le lieu de thérapie individuelle. Par contre, on propose systématiquement aux patients du groupe des séances individuelles s'ils ont une problématique particulière. Et dernière chose vraiment importante, c'est qu'on leur demande de parler avec un vocabulaire positif, avec une formulation positive. Hein, vous savez tous quels peuvent être l'impact des négations et des mots négatifs. Donc, on leur explique ça dès la première séance pour qu'ils soient qu'ils parlent bien, de la bonne façon. Comment se passe une séance d'une manière un peu globale? Alors déjà, en général, on s'appelle par nos prénoms. Souvent, on se vouvoie au début et puis petit à petit, on va se tutoyer. En tout cas, le fait de s'appeler par nos prénoms rend la chose beaucoup plus conviviale et un groupe beaucoup plus sympathique. En général, la séance commence par un débriefing, qui est un des moments très très importants de la séance, toujours. On y reviendra. Et puis ensuite, chaque séance est dédiée pour apprendre une technique, en général une technique importante, et puis éventuellement, si on a le temps, une ou deux autres petites techniques.
Ces techniques, il ne faut pas que ce soit trop long, parce que sinon ça prend trop de temps. Donc, en général, on essaie de faire entre 10 et 15 minutes maximum. On leur propose de l'enregistrer afin qu'ils puissent le réécouter si besoin. Chaque technique, on leur donne également un support écrit afin qu'ils puissent le relire. Donc, on a fait plein de fiches. Enfin, il y en a certaines qu'on a pris d'émergence, d'autres qu'on a créées nous-mêmes. Et c'est très utile pour les patients afin de mieux apprendre l'auto-hypnose. En fin de séance, on en profite toujours pour faire plein de suggestions, comme a d'ailleurs fait Claude lors de sa transe commune. Parce que, vu que les patients sont rentrés en transe plusieurs fois depuis 1h30, même s'ils sont réassociés à ce moment-là, ils restent quand même très suggestibles. Et donc, c'est important d'utiliser ce temps-là pour leur donner effectivement plein de suggestions de travail, d'apprentissage, de réussite, de facilité. C'est le bon moment aussi pour les motiver. Et également donner plein d'autres suggestions. Et des fois, c'est vraiment marrant. Vous verrez tout à l'heure une vidéo où la personne débriefe. Et puis en fait, à la séance d'avant, je leur avais simplement dit que des fois, il m'arrivait, quand j'accompagnais des patients pour une chirurgie de cancer du sein, par exemple, de leur parler des globules blancs, qui est une vraie armée avec certains globules blancs spécialisés dans la reconnaissance, d'autres spécialisés pour tuer toutes les mauvaises cellules, et puis que tout ça, c'est chapeauté par le grand général qui se trouve là-haut, et que donc on peut très bien utiliser. Donc, pensez bien à ces suggestions post-hypnotiques, hein. Et puis, c'est aussi important d'avoir en tête qu'ils sont hyper suggestibles en fin de session pour ne pas faire de suggestions négatives. Enfin, à la fin de la séance, on leur donne en général une tâche. Le plus souvent, c'est de refaire l'exercice. Et ces tâches-là, pour les rendre un peu plus fortes, on les fait sur une ordonnance. Donc, au début, on a une ordonnance qu'on leur demande de ramener à chaque fois au fur et à mesure, et puis ainsi, elle se remplit. Et sur cette ordonnance, donc, ils ont les coordonnées pour nous joindre, ils ont également leur objectif qui est noté, et puis toutes les séances qui se sont déroulées avec ce qu'on a fait, et leur tâche jusqu'à la séance suivante. Et ça permet également de remettre la date, afin que tout le monde soit bien présent au jour suivant. Alors, j'ai une petite question du chat. Pour les séances en groupe, le fait que les patients se connaissent et s'apprécient ou pas, est-il un obstacle? Je pense que ça peut être... Alors, si un mari et une femme, non, si, ce n'est pas un obstacle, au contraire, je pense que c'est très bien, l'émulation, elle continue. Et l'intérêt aussi du groupe, c'est cette convivialité, c'est que ça forme un vrai groupe. Donc, je suis convaincu. Et donc, il y a en moyenne 5-6 patients par groupe. De notre côté, on a également mis en place plein de petits papiers pour nous aider à suivre le groupe et à ne pas s'y perdre. Donc là, sur cette diapo, vous voyez, c'est un truc très simple où on fait juste les présences, qui étaient là, qui n'étaient pas là, et puis tous les objectifs, et puis ce qu'on a mis dans nos séances à chaque fois. Surtout pour les petits trucs complémentaires qu'on fait, histoire de s'en rappeler. Après, on fait également une fiche individuelle pour chaque patient où on note ses ressources, différents petits détails, et puis également comment ils évoluent, quels sont leurs problèmes, leur lieu, à quoi ils ressemblent, etc. Et puis, pour certaines séances, on a également des supports papier, par exemple pour la première séance où on explique un peu ce que c'est l'hypnose. On sait tout lister, ce qu'on doit raconter, comme ça on est sûr de rien oublier. Du point de vue technique, on ne va pas s'étendre dessus, hein, parce que ce n'est pas l'objet, mais globalement, on a repris l'enseignement de l'émergence, avec les recommandations pour la sécurité, etc. Donc, tout ce que vous a raconté Claude ce matin,
Pour les trans, on se base sur le protocole classique que vous pouvez reconnaître, en insistant bien sur la nécessité d'avoir un objectif précis pour chaque trans que l'on fait, et puis avec la particularité de l'auto-hypnose qui est de mettre un minuteur, parce qu'effectivement, il faut limiter ça pour que ce ne soit pas trop long, pour que les gens ne s'épuisent pas, pour qu'ils ne se fatiguent pas. Enfin, voilà, tout ce que vous a raconté déjà Claude tout à l'heure. Et puis, évidemment, on leur donne les papiers qui vont avec. Avant de vous parler de la première séance, je vais juste répondre à une question. Il y a quelqu'un qui demande si ces séances, elles sont ouvertes aux accompagnants ou est-ce qu'il y a des séances spécifiques pour les accompagnants. C'est une question qui nous travaille beaucoup, auquel on ne sait pas trop répondre. Vu que les groupes ils se remplissent assez vite, on ne peut pas, et vu que nous, notre emploi du temps est un peu contraint, on ne peut pas faire beaucoup de groupes et des très gros groupes. Donc pour l'instant, les accompagnants, ils viennent pas. Après, c'est des choses à laquelle on a déjà réfléchi. Je pense que ça serait une bonne chose, ou d'avoir des séances pour les aidants, soit mélangées avec les patients, soit spécifiques. Parce qu'effectivement, c'est assez souvent que les patients nous disent moi c'est bien, mais ça serait quand même une bonne chose que par exemple que mon mari vienne parce que je vois que le fait de ma maladie et tout ça, lui aussi c'est la période des troubles du sommeil, de l'anxiété, etc. Donc effectivement, ça serait une bonne chose, ça serait très intéressant à faire. Après, il faut arriver à le faire, il faut être assez nombreux et c'est pas encore quelque chose qu'on a formalisé ou qu'on a mis en place. Mais à mon avis, c'est une très bonne idée, ça serait quelque chose qui serait très utile. Alors, donc là, la première séance, comment ça va se passer? Donc Jérôme vous a dit qu'il y avait 6 séances, 1h30. La première séance, c'est une séance qui est un peu particulière parce que on va déjà prendre du temps pour expliquer ce que c'est l'hypnose, ce que c'est l'auto-hypnose, parce que les gens, souvent, ils arrivent avec une vision de l'hypnose, de spectacle. C'est eux, pour certains patients, c'est eux qu'on demandé à venir, mais pour beaucoup de patients, ça leur a été suggéré, mais eux, ils savent pas trop ce que c'est l'hypnose, etc. Ils sont prêts à apprendre plein de choses. C'est des gens qui, à côté, font de l'acupuncture, font de la sophro, font plein de choses. Donc, souvent, ils viennent, mais ils n'ont jamais fait d'hypnose. Donc là, c'est important de leur expliquer que l'hypnose, déjà, c'est un processus naturel. Et on passe un petit peu de temps à leur expliquer, sans entrer vraiment dans les détails, en faisant les choses de manière très simple, mais la transe, un petit peu les états de conscience, que l'inconscient, c'est quelque chose qui est plein de ressources, qui est plein d'apprentissage, qui va leur être très, très utile dans le cadre du problème qui les amène, ou de manière générale, peut-être que ça va leur apporter des choses de manière surprenante pour d'autres parties de leur vie ou de leur quotidien. Donc là, on leur explique que l'idée, ça va être qu'ils soient capables eux-mêmes, grâce à cet apprentissage, grâce à ces outils qu'on va leur donner, de s'auto-induire une transe hypnotique positive et qui vont pouvoir bénéficier de cette transe. Donc les objectifs des patients, ils vont être variés. On leur explique que l'auto-hypnose, ça peut servir à plein de choses, qu'il n'y a pas de... Il y a des limitations dans les objectifs. Par exemple, si les patients souhaitent nous dire voilà, moi j'ai un cancer en soins palliatifs, je veux que l'hypnose fasse disparaître mon cancer, c'est des objectifs qu'on ne va pas pouvoir accepter. Mais souvent, spontanément, les gens, on en reparlera plus tard, mais ils vont nous donner des objectifs de qualité de vie. Donc, ça va être le sommeil, l'analgésie, se détendre, avoir de l'énergie, etc. Comme vous l'a dit Claude, on explique dans cette première séance et tout au long de l'apprentissage, et à travers les feuilles qu'on donne pour se mettre dans des bonnes conditions de travail, qu'il y a vraiment une notion importante, c'est de sécurité. Donc, souvent, les techniques vont suivre un protocole avec une phase d'orientation, d'induction, une phase de transe, et puis une phase de retour à la conscience critique et comment se mettre en sécurité quand on fait ça de manière tranquille, et aussi comment se mettre en sécurité si on est dérangé pendant son apprentissage ou pendant sa séance qu'on est en train de faire dans sa chambre à la maison. Donc il y a une partie importante sur la sécurité. Et on réexplique, et on redit aux patients que c'est vraiment très très important d'apprendre, que ça va nécessiter de s'entraîner, que c'est normal que ce soit pas facile au début, c'est normal qu'on soit dérangé. Mais les gens, ils vont devenir, vu qu'ils sont très motivés, ils vont beaucoup s'entraîner. Mais c'est quelque chose qu'il faut quand même souvent rappeler, que c'est très important. On leur conseille de s'entraîner tous les jours, une fois par jour, 10 minutes, un quart d'heure, avec l'enregistrement ou sans l'enregistrement.
Les gens, ils vont faire souvent un petit peu moins, mais ils vont au moins très souvent s'entraîner au moins 2 à 3 fois par semaine. Ensuite, dans cette première séance, il y a une chose importante dont on va discuter, ça va être pour chaque patient, en suivant les principes en fait, de la thérapie brève, pour chaque patient, d'avoir un objectif personnel pour chaque patient, quelque chose qu'il attend à l'issue de cet apprentissage. Donc, on va, pour chaque patient, prendre le temps de définir un objectif en suivant le cadre des objectifs de la thérapie brève ou de la thérapie orientée solution. Donc, c'est un objectif qui va être personnel. C'est le patient, avec notre aide, qui va définir un objectif pour lui. Ce n'est pas quelqu'un de son entourage qui va choisir son objectif. C'est vraiment un objectif qui est vraiment décidé par le patient. Par exemple, qu'est-ce que ça pourra améliorer cet apprentissage dans votre vie de tous les jours? À quoi vous saurez que c'était une bonne idée de venir à ces séances. Voilà. C'est l'objectif qu'il va falloir reformuler positivement, parce que souvent les gens ils vont vous sortir des objectifs qui vont être négatifs. J'aimerais bien être moins fatigué, j'aimerais avoir moins mal. Donc ça, il va falloir le retourner pour retomber sur des choses positives, avoir plus d'énergie, pouvoir me soulager plus facilement, etc. Donc si vous avez moins mal, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? Il y aura peut-être du confort, du calme, etc. C'est ça, reformuler positivement. Ce qui est important, c'est d'avoir un objectif qui va être concret, qui va pouvoir se matérialiser dans la vie de tous les jours des gens. Voire idéalement un objectif qui va être mesurable. Mesurable peut-être en périmètre de marche, en distance de marche. Il y a des personnes qui, depuis qu'ils ont leur chimiothérapie, sont complètement à l'arrêt, ne marchent plus, ne sortent plus de chez eux. Ou des fois, ça peut être des objectifs qui vont être mesurables en termes de temps. Voilà. Donc, il faut que ce soit au départ, comme à chaque fois, en hypnose, en thérapie brève, un objectif qui soit tout petit, mais qui soit minuscule, mais qui soit significatif pour la personne. Je vais vous montrer quelques petits exemples après d'objectifs qu'on a définis avec les patients. Quel sera, par exemple, le premier signe, le tout petit premier signe qui vous montrera que vous avez un tout petit peu plus d'énergie, que vous allez dans la bonne direction. Une chose importante, c'est cet objectif, c'est demander, faire en sorte qu'il soit observable par d'autres personnes, par des tierces personnes autour. Ça peut être le mari, la famille, d'autres personnes qui va le voir, à quoi les gens vont voir que vous avez plus d'énergie, etc. Pour que les gens puissent se projeter, commencer à se projeter dedans, commencer à se voir en train de réussir à atteindre cet objectif, etc. Après, très spontanément, les gens ils vont avoir des objectifs souvent très très simples, qui sont des choses assez concrètes, qui vont être vraiment en lien avec leur qualité de vie. Ça va être de mieux dormir, etc. Là, je vous ai mis un petit exemple, par exemple, de questionnement qui va nous permettre de s'orienter vers un objectif qui répond aux critères dont on a parlé avant. Souvent, les gens ils vont dire, moi, ce que j'aimerais bien, c'est mieux dormir. Depuis que j'ai ça, j'ai des idées, je ne dors pas bien, je m'endors à 2 h du matin, je me réveille à 6 h. Ok. Mieux dormir, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qui va être intéressant pour vous quand vous allez mieux dormir? Je serai moins fatigué. Donc là, on est sur un objectif formulé de manière négative. S'il y a moins de fatigue, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place? J'aurai peut-être plus d'énergie. Ok. C'est quoi le premier tout petit truc qui va vous montrer que vous allez gagner 1 à 2% d'énergie supplémentaire dans votre vie de tous les jours? Peut-être que si j'aimerais bien, j'aurais peut-être l'énergie d'aller promener mon chien. Parce que là, ça fait 3 semaines que c'est mon mari ou c'est mon fils qui le promène et j'ai arrêté de le promener. Pourtant, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais là, j'ai plus l'énergie. Ok, faire une promenade avec votre chien. Combien de temps? Où c'est que vous allez aller? C'est quoi la première petite durée qui va vous montrer que c'est déjà un petit peu mieux? Déjà, si je peux le promener 5 minutes, aller promener mon chien 5 minutes dans le quartier, déjà, ça montrerait que déjà j'ai un petit peu plus d'énergie, etc. Donc voilà, c'est vers ce type d'objectif qu'on va avoir tendance à s'orienter. Donc si j'ai bien compris, si au bout de 2, 3, 4 ou des 6 séances, vous avez réussi à vous promener votre chien 5 minutes autour de chez vous, ça voudra dire que déjà, on a fait un bon premier pas et que ces séances sont quelque chose de positif pour vous. Voilà, ça va être ça de la formuler, un bon objectif pour chaque patient. Donc chaque patient, comme vous a dit Jérôme, va avoir en haut de sa fiche son objectif personnel, concret, mesurable, etc. Observable dans la vie de tous les jours et observable par une autre personne. Là, on vous a mis par exemple une vidéo de définition d'objectifs avec 2 patientes. Il y en a une qui arrive très facilement à définir son objectif et il y en a une autre pour qui c'est moins facile de trouver quelque chose de concret.
c'est pas grave. Des fois, on n'y arrive pas, et les gens vont repartir chez eux et puis ils vont revenir avec un objectif pour la deuxième séance. OK? C'est l'autre fois. Ah oui, pardon. Hop. Vous avez réfléchi à un objectif toutes les deux? Oui, Sophie? Là, c'est reprendre la maîtrise de mon corps. Reprendre la maîtrise de votre corps. C'est le rejet, enfin, on va faire du sport, le redynamiser. Moi, depuis que j'ai eu la fatigue, ça m'a envahi. Et j'ai l'impression que je tourne en rond. Quotidien, moi, je peux pas me bouger. Du coup, voilà, je veux me réactiver. Donc, c'est faire du sport. Ouais, voilà. Mais c'est ma façon de le dire. Et vous, Bernadette? Moi, je suis de caractère très anxieux, donc moi, mon objectif, c'est retrouver du calme, en fait. Donc voilà, c'est pour garder le son calme. D'accord. Alors, Bernadette, pour la prochaine fois, il va falloir trouver quelque chose d'objectivable. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire quand je serai calme? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? D'accord? Mais l'objectif que je vais noter là, que je note pas aujourd'hui, Oui. c'est pour vous, pour que vous puissiez vraiment, à la fin des 2 mois, vous dire, tiens oui, Ça va aider. j'ai atteint mon objectif, je fais du sport, je dors bien. Non? Oui. Quelque chose qu'on puisse objectiver, parce que dire, je suis moins stressé, je suis plus calme, c'est très subjectif. C'est difficile de voir cette différence. D'accord? D'accord. Bon, on va juste débriefer un peu en attendant. Qui veut commencer? Sophie, Bernadette? Je devais toujours amener un objectif, moi. Parce que, Tout à fait. en fait, j'étais trop balle ou je sais pas. Bon, je m'en suis trouvé un quand même assez concret. Hein. C'est celui de recommencer mes petites randonnées en montagne. Voilà. Voilà, ça, c'est un bon objectif. D'accord. Ça, au moins, c'est concret. Ouais. Effectivement. Du coup, vous l'avez noté sur votre petite feuille? Non, mais je le fais. Donc voilà. Donc l'objectif, pour répondre à une question, les objectifs individuels, ils sont déterminés au sein du groupe. Chaque patient connaît l'objectif des autres patients. On n'a pas vraiment mesuré, mais très très souvent, au bout de la deuxième, voire ou de la troisième séance, il y a 2/3 des patients qui ont déjà atteint l'objectif qu'on s'était fixé. Donc souvent, on va donner un objectif qui va un petit peu plus loin. Et le fait d'avoir déterminé ça de manière collective, ça va vraiment montrer aux autres patients que ce qu'ils sont en train d'apprendre, c'est vraiment très très efficace. Et donc, le fait de connaître les objectifs des autres et de voir que les autres, il y a plein de gens autour de vous qui sont en train d'atteindre ces petits objectifs grâce à des outils très simples, on verra tout à l'heure, c'est ça aussi qui participe vraiment à l'émulation du groupe. Parce qu'on voit les objectifs qui, au fur et à mesure, tombent et qui grimpent et qui grimpent et qui grimpent au fur et à mesure de l'avancée des séances. Et ça, c'est valable pour tous les patients. OK. Donc, souvent, les objectifs, je vous dis, spontanément, les patients ils vont vous amener des objectifs de qualité de vie, de choses qui vont pas très bien dans leur vie de tous les jours. Parmi les choses qui vont revenir le plus souvent, ça va être avoir plus d'énergie. Donc, les objectifs qui vont se concrétiser de manière concrète, ça va être, moi, ce que j'aimerais, au final, OK, mon objectif, ça va être de marcher 30 minutes de plus. Là, actuellement, je marche 30 minutes, et c'est que je puisse marcher 1 heure, aller-retour, pour aller jusqu'à tel endroit, etc. C'est des types d'objectifs. Dans mon dernier groupe, il y avait une dame, un de ses objectifs très simples, c'était de pouvoir avoir assez d'énergie juste pour pouvoir faire de la pâtisserie et faire un gâteau pour sa petite fille. Voilà, c'est vraiment des choses toutes petites, très très simples, que les gens ont vraiment la possibilité d'atteindre, ce qui va encore plus les motiver pour continuer à apprendre et à avancer. Ça peut être de refaire de la peinture, du piano, 15 minutes par jour, ça peut être de se remettre à lire, être capable de porter un petit sac à dos quand on va en balade, plutôt que ce soit quelqu'un d'autre qui porte tout.
Que la personne soit juste capable de porter un sac avec sa gourde à l'intérieur. Voilà, ça va être ça. Des petits objectifs très très simples. Et sinon, les autres choses, des autres thèmes qui reviennent souvent, c'est être plus calme, être plus détendu. Mieux dormir, donc ça va faire en sorte que je vais être plus calme, plus détendu, plus patient. Et ça revient très souvent. Être plus patient, être plus capable de supporter mes enfants à la maison. Ce qui va faire que je vais peut-être être plus disponible pour faire les devoirs. Ou être plus disponible pour jouer avec ma grande fille 10 minutes au Uno. Voilà. Ça, c'est des objectifs très très concrets qu'on a déterminés dans des groupes qu'on a déjà fait. Donc voilà, ça c'est vraiment des exemples d'objectifs que chaque patient va avoir. Et ensuite, la première technique que les gens vont apprendre lors de la première séance, donc pour faire toute la première partie, en général, ça peut déjà prendre 3/4 d'heure, 1 heure, sur 1 heure et demie. Et puis on va finir par une première séance, une première technique qui va être le scanner corporel. Technique qui est, peut-être que Stéphane Charret vous en parlera plus, qui est l'hypnose, il y a des gens qui vont nous dire que c'est plus de la méditation, etc. Bon, c'est une technique qui est un peu à cheval sur les deux. C'est une technique qui est très très intéressante à faire en première séance pour différentes raisons. C'est une technique déjà où il n'y a vraiment rien à faire, le patient il a juste à observer. Donc, comme dit Gaston Brosseau, il ne peut pas échouer, il a juste à observer ce qu'il voit. Il a juste observé les sons en fermant les yeux ou en les gardant ouverts. Et après, il a juste observé les sensations qu'il y a dans son corps en commençant par les pieds et en remontant petite étape par petite étape, tout en faisant ce travail. Et vous, par-dessus là-dessus, vous allez pouvoir glisser des suggestions en fonction peut-être de l'objectif du patient, de l'énergie, du calme, etc. Donc, il va observer du visuel, les sons qui sont autour de lui, ceux qui sont proches, ceux qui sont loin, les sensations, observer sa respiration, l'inspiration, le souffle, observer la petite pause qu'il y a entre le souffle et la respiration. Ça, c'est un travail aussi qui peut être très très intéressant et qui est très apprécié par les patients. Et puis, vous, au bout de 5 minutes d'observation, de remontée, on fait peut-être des suggestions sur des parties du corps qui sont plus calmes, des parties du corps qui ont plus d'énergie, des parties du corps qui sont plus reposées. Faire des évocations sur que pendant ce temps, l'esprit lui peut peut-être partir déjà s'installer dans un autre endroit, comme ça, spontanément, un endroit agréable, un endroit sûr. Voilà, ça permet de faire une première transition par rapport aux techniques qui vont être vues en deuxième et en troisième séance. Une chose importante dans cette séance, c'est juste expliquer au patient que le fait d'observer, de focaliser son attention sur quelque chose qu'on voit, de focaliser son attention sur un son, de focaliser son attention sur cette sensation très très agréable qui est dans cette partie du corps, ça permet d'apprendre des moyens déjà de commencer à protéger son esprit, à commencer à protéger son mental contre des pensées désagréables, contre, comme dit Sophie Cohen ou comme dit Jérôme, des corbeaux qui peuvent venir vous envahir. Donc déjà, c'est des premiers outils qui permettent aux patients d'observer comment travaillent leurs pensées, comment travaille leur attention et arriver à la canaliser, à la maintenir focalisée sur quelque chose pour laisser passer les pensées désagréables. Et puis, pour ancrer ça, on va suggérer à la personne de choisir dans cette expérience quelle est la chose la plus belle, qu'il a envie de garder, la plus intéressante, la plus curieuse, la plus surprenante. Et que plus il va faire cette expérience à la maison, plus il va s'entraîner, et plus ça va être efficace. Et leur suggérer, dans la transe, qu'ils vont devoir le faire 1 fois par jour, etc., pour favoriser le travail et l'efficacité de cet apprentissage et des apprentissages à venir. On peut avoir la possibilité, après, une fois que les gens sont revenus, une fois qu'ils sont réassociés, de les questionner pour leur demander quelle est la sensation la plus intéressante qu'ils ont ressentie dans leur corps, pour ancrer cette première expérience. Et sur quoi cette sensation intéressante, cette sensation de légèreté, de détente, sur quelle parole, sur quoi elle s'est installée. Les gens vont dire, c'est quand j'ai observé cette image. Il y en a qui vont vous dire, quand j'ai observé cette sensation. Ou quand moi j'étais focalisé sur le son de la pendule, voilà, etc. Là aussi, ça va commencer à vous donner, vous, un premier indice qui va peut-être être utile de quel est le canal sensoriel le préférentiel du patient pour l'aider parfois à mieux partir peut-être plus tard dans son lieu sûr ou dans d'autres choses. Donc une technique très simple, mais à l'intérieur, vous allez pouvoir glisser plein de choses pour l'étoffer et pour favoriser le travail postérieur. Donc c'est une technique simple, qui est très sécurisante, le patient n'a rien à faire.
Et c'est une technique qui, en parallèle, va permettre d'apprendre le protocole de sécurité dont vous a parlé Claude, c'est-à-dire de commencer à observer, puis d'écouter, puis d'observer les sensations, de partir dans la technique qu'on veut utiliser et de revenir après en sens inverse. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'après on va utiliser pour toutes les autres techniques, pour la plupart des autres techniques. C'est une technique aussi qui permet d'observer que le corps est capable, dès une première séance, en 10 minutes, ça va marcher pour 100% des patients, d'observer que dans le corps, le corps est capable de créer une sensation positive, de créer une sensation de confort, qu'il y en a forcément une quelque part, etc. Et les gens vont être très très surpris de ça. Et ça va les remettre en mouvement. Et puis, cette technique de scanner corporel, pour des gens qui sont très dissociés dans des transes chroniques, du fait de leur cancer, de leur maladie, qui sont dans des transes négatives chroniques, et c'est une technique aussi qui permet de les réassocier, de les faire revenir dans l'instant présent. Et c'est aussi quelque chose qui est très positif pour les patients. Et puis, cette technique, très simple aussi, une technique qui permet de commencer à faire un apprentissage, d'observer ses pensées et d'observer comment la focalisation sur la sensorialité permet de s'en protéger. Donc ça, c'est la première technique qu'on fait à la première séance, le body scan. Alors, la deuxième séance, en général, on la met assez proche de la première séance, plus souvent une semaine après, parce que le scanner corporel, effectivement, tout le monde y arrive, mais il y a des gens quand même qui rapidement s'ennuient. Je me souviens d'un groupe, j'avais espacé les 2 séances de 2 semaines. J'ai dû reporter d'une semaine la deuxième séance, et donc pendant 3 semaines, ils sont très bien faire le scanner corporel. Et ça les avait un petit peu démotivés. Donc c'est pour ça qu'en général, on la met assez proche de la première. Et puis parce qu'ils sont hyper motivés à la première, on ne fait pas vraiment d'hypnose sur cette première séance. Donc c'est pour bien garder aussi leur motivation. La séance commence évidemment par un débriefing qui en général est assez rapide, celui-là, parce que les gens ont réussi et déjà certains rapportent des effets bénéfiques. Je dors mieux, je suis plus calme, etc. Cette deuxième séance, elle est essentiellement dédiée au lieu sûr et à la création par le patient de ce lieu sûr. Alors pour commencer, comme à chaque fois, il faut déjà bien expliquer la technique, prendre le temps, à la fois la technique, mais quel est le bénéfice, qu'est-ce qu'on en attend, donner des exemples. Personnellement, je donne toujours mes 2 lieux sûrs en exemple. Et puis, pendant que vous expliquez tout ça, en donnant évidemment les consignes qu'il faut qu'ils soient bien fermés, qui peut être réel ou imaginaire, et surtout l'importance d'y être seul, et le temps de ces explications, la plupart des participants trouvent un lieu sûr. L'étape suivante, c'est de créer avec eux ce lieu sûr, donc ça se fait avec une transe en commun. Mais avant de commencer ça, il est important de demander si chacun a trouvé son lieu. Si tout le monde a trouvé son lieu, c'est très bien. Vous partez sur une transe commune avec beaucoup de suggestions, de sécurité, de protection, etc., avec beaucoup de flou, et ça va. Si il y a 1 ou 2 patients qui n'ont pas trouvé son lieu sûr, il va falloir y aller plus doucement et l'aider à construire ce lieu en transe, comme on le fait avec un patient, en mettant quand même suffisamment de flou pour que les autres qui ont déjà trouvé le lieu sûr s'y retrouvent. Donc la transe, on donne que des éléments flous, évidemment, vu qu'il y en a, ils seront à la montagne, d'autres au bord de la mer, le 3e à la campagne, et le 4e dans un bain. Donc ce sera que du flou, et bien insister évidemment sur la sensorialité, et puis toutes les suggestions de sécurité et de protection qui sont nécessaires. Il est important, ensuite, pendant le déroulé, de bien suivre chacun des participants à travers des échanges et leur demander régulièrement « ça va, vous êtes bien dans votre lieu ? Est-ce que vous êtes en sécurité ?» Donc de façon individuelle, s'assurer que tout le monde arrive bien à chaque étape. Pareil, quand souvent on leur demande de choisir un objet en rapport, une sensation, quelque chose en rapport avec
avec son lieu pour pouvoir y retourner plus facilement. Voilà, c'est pareil, il faut, avant de réassocier tout le monde, s'assurer que tout le monde ait bien trouvé son objet et le sentiment de sécurité. Une fois que c'est fait, on demande au patient de le refaire directement. De le refaire directement tout seul. Donc, c'est un petit moment tranquille. Il y a une question là qui demande si les patients disent leur lieu sûr au groupe. Donc, la plupart le partagent. Rarement, il y en a qui veulent le garder pour eux. Mais oui, tout le monde est au courant du lieu sûr de tout le monde en général. Et donc, on leur invite à refaire ça immédiatement pendant la séance, tout seul. Ça, c'est vraiment un moment important pour que derrière, ils puissent plus facilement le refaire tout seul à la maison. C'est aussi quelque chose que je fais en consultation individuelle. S'ils arrivent à le refaire une fois tout seul, ben c'est bon, derrière, ils le referont à la maison sans problème. Et s'ils ont des difficultés, on peut au moins tout de suite débriefer et on est sûr qu'ils referont l'exercice chez eux. Parce que, évidemment, la consigne, c'est que d'ici la 3e séance, une fois par jour, ils doivent refaire la procédure et retrouver leur lieu sûr. Le fait de le refaire seul aussi permet de bien leur montrer l'importance du canal sensoriel, parce qu'il y a des gens, ils ont du mal à rentrer sur leur respiration en transe. Par contre, ce sera plus facile avec autre chose. Donc, ça permet de déjà bien dégrossir les éventuels problèmes pour aller seul en transe. Voici un petit exemple vidéo qui illustre cette sensorialité. Et c'est facile d'aller avec ma voix, d'aller dans votre jardin? Bah oui. Ouais. Ok. Oui. Il n'y a pas de. Il y a peut-être quelque chose qui marche mieux qu'autre chose, non? Peut-être une vision, peut-être une odeur, quelque chose, non? Non, c'est plus des visions. C'est plus les visions qui marchent bien. Oui, ça marche bien. Ouais. D'accord. Les images que je peux garder, que je me suis sentie bien. Ouais. Ça, c'est ce qui revient. Ouais. Plus que les odeurs. Et pour aller dans le lieu, c'est peut-être. Alors, pour aller dans le lieu, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est plus une histoire de sensation. C'est-à-dire qu'au départ, je croyais que c'était la respiration, c'est quelque chose, voilà, j'ai essayé plusieurs choses. Et en fait, moi, mon lieu, c'est sur une plage. Et en fait, quand je pense à la sensation de mes pieds dans l'eau, et ben, j'ai l'impression que voilà, c'est ça qui me fait rentrer. J'en sais rien, si c'est. C'est ça. Voilà, c'est cette sensation-là. Voilà, c'est plus quelque chose que je ressens au niveau corporel, quoi. Voilà. C'est ce que je me suis dit cette semaine, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà, donc c'est vraiment important que chaque patient trouve son canal sensoriel préférentiel pour entrer en transe afin de faciliter le travail chez lui. Une fois que la séance est finie, si on a encore un peu de temps, on va rajouter un petit exercice complémentaire, enfin une technique complémentaire. Le choix va dépendre des demandes du groupe. Effectivement, ça peut être, si c'est surtout les idées parasites qui est le problème, on va pouvoir choisir la technique 1% pensée. Si c'est des images, le nettoyage d'images. Le plus souvent, s'il n'y a pas de demande particulière, c'est intéressant ici de mettre ce qu'on appelle les exercices de vie quotidienne. Enfin, c'est des exercices de présence. C'est de la méditation pleine conscience. C'est intéressant. Donc, on fait ça avec un petit chocolat en général qu'on amène, qui est emballé. Donc, ça fait très plaisir aux patients. Ils sont tout contents. Ils reçoivent un chocolat. On fait ça tous ensemble. Pour le groupe, c'est bien. Et donc, c'est juste prendre 30 secondes, 1 minute pour observer à travers ces 5 sens le chocolat. On le voit, on l'observe, etc. C'est intéressant parce que avec l'auto-hypnose, les gens apprennent à se dissocier. Donc, c'est aussi important qu'ils apprennent à se réassocier. Et ces exercices de présence, ce sont vraiment
des exercices de réassociation qui leur permettent aussi de renouer avec leur corps. Hein. Vous a dit Stéphane tout à l'heure, souvent ils ont été trahis par leur corps et il y a vraiment des gens, ils sont à côté de leur basket, ils ne sont plus du tout dans leur corps et cet exercice leur permet de renouer avec eux et puis aussi de renouer avec le présent. Très souvent, les patients de cancéro, ils sont dans le futur, dans l'anxiété. Ces exercices de la vie quotidienne permettent de réancrer les patients dans le présent. Donc, c'est intéressant à plusieurs titres de faire cet exercice, de le faire là, cette deuxième séance. Le petit bémol, c'est que du coup, on leur demande à la fois de s'entraîner sur leur lieu sûr et de faire ces exercices de présence idéalement 5 fois par jour. Ce qui fait c'est peut-être un peu lourd pour les patients. Ce qui fait que si on le met un peu plus tard, de ce côté-là, c'est un peu mieux. Donc voilà, tout dépend après du groupe, des demandes, etc. Évidemment, à la fin à la séance suivante, à la 3e séance, il va falloir débriefer. Débriefer ces petits exercices, mais surtout débriefer tous les problèmes qu'il y a eu sur ce lieu sûr. Ça va me permettre de répondre à quelques questions en même temps qui apparaissent sur le lien. Donc, ce débriefing en début de chaque séance, pour le coup, en début de 3e séance, va permettre déjà de partager les réussites. Hein. Donc, quand les gens voient que les autres vont mieux, qu'ils dorment mieux, qu'ils sont plus soulagés, plus sereins, qu'ils ont repris une activité, etc., ça va vraiment bien motiver les autres. C'est aussi un moment où ils échangent leurs techniques. Moi, pour arriver à faire ça, je fais ci, etc. Donc, c'est intéressant. Tout ça, ça met beaucoup de convivialité dans le groupe. C'est un moment toujours bien sympa. C'est aussi le moment où on va réexpliquer ce qui a été mal compris. Hein, parce que des fois, les gens ils comprennent des choses un peu de travers, sachant que de toute façon, une partie d'eux est en transe, c'est compréhensible. Et donc, on va pouvoir réexpliquer tout ça de meilleure façon. Et surtout, ce débriefing est important pour trouver des solutions aux problèmes. Parce que des problèmes, il peut y en avoir beaucoup. Alors déjà, ces pensées toxiques ou pensées parasites, on leur apprend ce qu'on appelle les corbeaux. Donc il y a quelqu'un, Ludivine, qui demande un détail sur ce 1% pensée. Ce que c'est ce que vous a un petit peu expliqué Stéphane. En fait, ça se passe en 2 temps. Le premier temps, il faut prendre conscience qu'on a cette pensée parasite et qu'on veut s'en débarrasser. En gros, on fait une méta-analyse de notre pensée en disant, tiens, j'ai une pensée négative. Alors, cette pensée, elle est soit orientée vers le futur, soit vers le passé. Quand elle est orientée vers le futur, de toute façon, le futur, on ne le connaît pas, on ne peut pas savoir, et ça va générer juste de l'anxiété, de la peur. Donc, ce n'est pas intéressant, on peut s'en passer. De même, si la pensée est tournée vers le passé, qu'elle est négative, elle va faire appel à des émotions négatives, type tristesse, colère, haine, rumination, ce que vous voulez. Elles sont très nombreuses. Le passé est ce qu'il est, on ne peut pas le changer. Donc, cette pensée, de la même façon, elle ne sert à rien et on peut la faire disparaître. Et c'est alors là que se passe le 2e temps. Parce qu'en fait, sur votre réalité globale, qui, vous le savez, est faite de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, de ce qu'on sent, et de nos pensées, c'est ça notre réalité, et au final, les pensées, ça représente un petit pourcentage de notre réalité, parce qu'il y a ce qu'on voit, etc. Globalement, on va dire c'est 1%. Sauf qu'à force de se focaliser dessus, ça grossit, et petit à petit, elle prend de plus en plus de place jusqu'à arriver à 100%, à occuper toute notre réalité, au point d'en occulter le reste. Et par exemple, de ne plus pouvoir faire son activité ou de ne pas pouvoir d'être dérangé pendant sa transe. À ce moment-là, vu qu'on a fait la méta-analyse de nos pensées, qu'on s'est dit qu'on peut la débarrasser, on va se focaliser sur n'importe quoi d'autre de notre réalité. Et donc, sur 1% pensée, c'est quelque chose qui marche à la fois en conscience critique et en transe. Quand on est en conscience normale,
si vous avez des pensées comme ça qui vous parasitent, vous êtes en train de lire par exemple, et puis là il y a des pensées négatives sur le cancer qui arrivent, à ce moment-là, on prend conscience, ok, elle va vers l'avenir, je vais pouvoir m'en débarrasser, et là on va s'intéresser à n'importe lequel quelque chose de notre réalité, et par exemple on va choisir de s'intéresser à la qualité du papier du livre qu'on est en train de lire, en la regardant très attentivement, en la sentant du bout des doigts. Et le fait de faire ça, ça va chasser les corbeaux, comme on dit, et va pouvoir permettre aux patients de se remettre à la lecture. Si on est en transe, on va s'intéresser à un élément nouveau de notre lieu de sécurité, comme par exemple l'odeur des fleurs qui est devant l'entrée de ce lieu fermé. Je vais venir sur le lieu fermé. Et juste pour terminer sur ces pensées toxiques, pourquoi les corbeaux? Parce qu'il y a une métaphore chinoise qui s'appelle les corbeaux et qui s'exprime bien ça, et qui dit que quand on voit les corbeaux arriver au loin dans le ciel, en train de battre des ailes et de croasser, surtout il ne faut pas faire la technique de l'autruche, hein, c'est-à-dire se baisser comme ça, sinon qu'est-ce qui va se passer? Les corbeaux vont arriver, paf, ils vont se mettre sur votre tête et y faire leur nid. Donc, si vous voyez des corbeaux qui arrivent, au contraire, il faut leur faire des grands signes, les saluer, bonjour les corbeaux, vous les regardez passer jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à cette question sur les pensées toxiques. Donc ça, c'est effectivement, ces pensées parasites, c'est quelque chose qui est très très souvent présent dans les retours des briefings, que les patients ils sont parasités par ça. Des fois, les gens, ils ont du mal à aller dans le lieu. C'est-à-dire qu'ils font leur procédure, ils se focalisent sur leur respiration, sur un point, sur ce qu'ils veulent, et puis derrière, ils ont du mal à y aller, à rentrer en transe. À ce moment-là, quelque chose qui marche bien, c'est de leur proposer un chemin, de s'imaginer un chemin. Alors, par exemple, s'ils ont une focalisation visuelle, et ben voilà, observez le point, et puis de ce point-là, par un chemin qui va vous amener jusque dans votre lieu. Évidemment, ce lieu, on va y mettre de la sensorialité, les pieds qui marchent tout seuls, etc., pour l'amener, et ça aide bien souvent le patient à accéder à son lieu. Après, c'est surtout en écoutant votre patient que vous trouverez les solutions. Je me souviens d'un patient comme ça, il avait du mal à aller dans le lieu, il avait un chemin pour y aller, et quand il arrivait au bout du chemin, pour rentrer dans son lieu, et il y avait, alors je ne sais plus si c'était un petit muret ou une barrière, enfin un truc tout bête, et qui l'empêchait d'aller dans son lieu. Et voilà, il a suffi de débriefer avec lui, de faire une transe, de lui proposer différents moyens pour passer dans son lieu. Donc, c'était soit créer une petite porte, soit simplement l'enjamber, hein, vu que ce n'était pas haut, ce qu'il avait choisi de faire. Et puis, ben, ça a permis de résoudre le problème à ce moment-là. Des fois, c'est au contraire la focalisation de départ qui est difficile. Et ça, en général, quand c'est le cas, il suffit de changer de sens. J'entends par là changer de sensorialité. Et quelqu'un qui aura du mal avec une induction visuelle, peut-être que pour lui, une induction auditive ou kinesthésique sera plus efficace. Et donc, simplement, là aussi, le canal sensoriel serait intéressant à trouver pour éventuellement l'aiguiller vers une ou l'autre des focalisations. Des fois, le patient, il a du mal à y rester parce qu'il ne s'y sent pas en sécurité, finalement, en insécurité. Et c'est là que c'est important d'avoir un lieu fermé. Et donc, je réponds à Frédéric. Ce lieu fermé, c'est donc vraiment avoir un abri, un endroit où on peut se réfugier. Et c'est très important. Et beaucoup de gens vont vous dire dans leur lieu, j'aimerais être au bord d'une plage, j'aimerais être dans la montagne, dans une clairière, etc. Et ils veulent être dehors, ce qui est tout à fait acceptable, mais il faut bien insister sur le fait qu'il doit y avoir un abri sur cette plage où ils peuvent se réfugier. Une cabane, ça peut être un parasol, ça peut être une boule, une super boule de plexiglas invincible, ce qu'il veut, mais c'est vraiment important d'y mettre un endroit où on peut se mettre à l'abri. Cet abri où en plus on va pouvoir y mettre d'autres abris comme des couvertures, des écharpes, différentes choses pour que le patient puisse vraiment se sentir en sécurité. Et c'est un point très, très important.
Dans les retours aussi, ce qu'on a souvent, c'est que les gens ils nous disent ouais, c'est bien, pendant que je fais ma transe, ça va mieux. Ouais, mais dès que c'est fini, c'est comme si j'avais rien fait. Mes douleurs sont nouveau là, les pensées parasites sont nouveau là, etc. Là, c'est bien important à ce moment-là de leur rappeler toute l'importance des suggestions. Alors, les suggestions pendant la transe, effectivement, qu'on s'auto-fait, de calme, de confort, de sécurité, enfin en rapport avec l'objectif, mais aussi, surtout, les suggestions post-hypnotiques qu'on peut se faire, de ramener avec soi le bénéfice de la transe. Et c'est très souvent quelque chose qui manque. Et rien que le fait d'observer cette consigne, de se faire ces suggestions post-hypnotiques, permettent de faire que derrière, il y a un bénéfice dans le temps. Et puis après, il y a encore plein d'autres possibilités de problèmes, mais ces 5 choses-là sont les principaux problèmes. Voilà. Je vais laisser Stéphane vous parler de la 3e séance. Puis on fera une petite pause questions à la fin des 6 séances, avant d'attaquer la suite. Alors, donc la séance 1, explication body scan, séance 2, lieu sûr, et donc la séance 3, on va utiliser le lieu sûr de la personne, que ce soit un lieu réel, un lieu imaginaire, et on va, une fois qu'on a vérifié que chaque personne avait bien son lieu sûr, qu'elle pouvait y accéder facilement, que depuis la semaine dernière ou depuis les 15 derniers jours, c'était simple d'y aller. Si besoin, on a corrigé, comme vous a dit Jérôme, les petites difficultés. Et après, on va refaire la technique de lieu sûr, on va re-accompagner les gens dans leur lieu. Peut-être à travers ça, amener des petites choses qui vont corriger les problèmes, peut-être un chemin, un escalier, je ne sais pas. Et après, on va faire un ancrage corporel sur ce lieu sûr, qui va permettre soit de partir plus facilement dans son lieu sûr, en utilisant son ancrage, par exemple, soit, sans avoir besoin d'aller dans son lieu sûr, le fait de faire l'ancrage, de toucher son ancrage corporel, le fait de faire l'ancrage corporel, ça va déjà ramener de la sensation de sécurité. Donc on envoie les gens dans leur lieu sûr, ça c'est des techniques que tout le monde sait faire, j'imagine, en hypnose, le lieu sûr et l'ancrage corporel. Une partie de votre corps correspond à ce confort, ce bien-être. Peut-être votre inconscient vous laisse le choix de choisir consciemment cette zone. Et quand vous l'aurez trouvé ou choisi, j'invite une de vos 2 mains à aller se placer sur cette zone. Et continuer à... C'est bien. À profiter de votre endroit, alors que votre main continue de masser délicatement cette zone, un peu comme pour faire pénétrer doucement une pommade de bien-être. Voilà, donc 3 exemples de lieux sûrs. Il y a 2 patients qui sont sur la main, il y en a une autre, on voit son ancrage, ça va être sur sa tête. Alors, il y a pas mal de patients qui vont nous dire, que leur ancrage, il n'est pas facile ou qu'il n'est pas forcément adapté dans toutes les situations. Ça peut être, comme par exemple pour la patiente qui est au milieu, si on laisse ou si on, comme moi personnellement je faisais avant, on laisse les gens observer un ancrage spontané. Au final, moi, avec l'expérience, et Jérôme, je pense que c'est un peu pareil, on a tendance maintenant à plus orienter les gens à soit choisir un ancrage et leur dire de choisir un ancrage sur une zone qui va être accessible. Donc, d'orienter l'observation de l'ancrage. Moi, souvent, maintenant, je vais les orienter sur le fait de faire un ancrage ou juste d'observer dans une des 2 mains quel est le mouvement, quelle est la connexion entre des doigts ou le mouvement d'une des mains qui va être le plus connecté avec leur lieu sûr. Voilà.
L'intérêt de faire ça, c'est que les gens ils vont avoir un ancrage qui va être accessible, plus facilement accessible, et un ancrage qui va être plus facilement discret. Parce que les gens, des fois, ils vont avoir besoin de partir dans leur lieu sûr ou d'utiliser leur ancrage quand ils sont dans une salle d'attente, en train d'attendre le rendez-vous avec l'oncologue qui va avoir lieu d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Et s'ils sont en train de faire leur ancrage sur leur tête comme ça, dans la salle d'attente, ils ne vont pas oser le faire, ils ne vont pas oser s'en servir. Donc c'est plus discret d'avoir quelque chose qui va être sur la main ou sur une partie de leur corps qui est très facilement accessible. Ça va leur permettre de faire cet ancrage, pas forcément en partant dans le lieu sûr, mais juste le fait de faire un ancrage, ça va ramener la sécurité, ramener cette enveloppe, ramener cette sensation de sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important d'avoir un ancrage qui va être accessible, qui va être facilement utilisable. Une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez observé que chaque patient a son ancrage, on va faire revenir le patient. Et l'idée, un des principes, à mon avis, très important quand on apprend l'auto-hypnose aux gens, quand on leur enseigne l'auto-hypnose, c'est de refaire la technique tout de suite. C'est de leur refaire faire tout de suite. Pour que ça s'ancre, pour qu'ils s'en imprègnent. C'est encore frais. Ils connaissent le chemin pour aller dans leur lieu sûr. Ils viennent de faire la technique. Voilà, maintenant tout le monde est là, tout le monde est revenu. Mais ce qu'on va faire, vous allez tous repartir dans votre lieu de sécurité. Voilà. Comme vous savez faire, vous vous orientez, vous utilisez votre ancrage et vous repartez là-bas. Moi, je suis là, j'observe. Peut-être que je vais vous dire quelque chose, etc. Ça, les gens, ils apprennent une deuxième fois à le refaire tout seul. Ça va être beaucoup plus facile pour le refaire à la maison et ça va être beaucoup plus efficace après. Donc, ils le refont tout seuls. Ils repartent tout seuls immédiatement dans leur lieu de sécurité en utilisant leur ancrage. Et par-dessus ça, il est possible de rajouter pour favoriser la technique, pour qu'ils puissent bien observer que c'est une technique qui est très très efficace, soit de faire une stimulation douloureuse sur les patients, c'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose qu'on fait, c'est-à-dire sur les patients, soit on passe patient par patient, une fois qu'il est dans son lieu sûr, on lui fait une stimulation douloureuse, il part dans son lieu sûr, il se rend compte que la sensation diminue, qu'il se protège contre un inconfort physique. Soit faire revenir une situation anxiogène. Voilà, vous êtes là, vous pensez à une situation anxiogène, je ne sais pas ce que vous voulez, n'importe quoi, une annonce, une expérience inconfortable, et voilà. Et maintenant vous faites votre ancrage. Voilà. Et les gens vont tout de suite observer que la situation anxiogène, elle prend plus de distance, elle est moins impactante sur un plan physique que sur un plan émotionnel. Voilà. Donc c'est important qu'ils le refassent tout seul et qu'ils retestent tout seul leur lieu sûr, soit face à une douleur, soit face à une situation anxiogène, en votre présence pour soit recadrer des choses et pour faire qu'ils puissent faire ça en toute sécurité. Voilà, ça va leur permettre de le faire beaucoup plus facilement plus tard. Ok. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus? Non. Tiens, Jérôme, je te laisse la suite. Donc on arrive à la 4e séance, qui est souvent la séance la plus forte émotionnellement, vu que c'est la séance durant laquelle on fait la réification. Et des fois, c'est presque la cour des miracles. En tout cas, c'est vraiment toujours très, très intéressant. Donc la réification, d'autres personnes connaissent ça sous chosification. Hein. Étymologiquement, réification, c'est transformer une idée en une chose. Donc là, nous, ce sera une sensation en une chose pour l'améliorer. Donc c'est quelque chose qui se fait très bien en groupe et c'est très intéressant de le faire en groupe parce que il y a une vraie émulation et puis ça marche nettement mieux. Donc au départ, on commence évidemment par des explications, on donne quelques exemples. C'est important de donner des exemples de réification que les patients ont fait avant. Et puis, je commence par, en groupe, à faire une réification. Donc, toute la partie sur la géométrie de la sensation, après, petit à petit, les sons, la couleur, la matière, etc. Tout ça, ça se fait bien en tranche de groupe. Et puis ensuite, vous leur laissez le choix de l'outil et la transformation à faire. Et là, par contre, je vais les voir de façon individuelle pour m'assurer de leur suivi. Et, parce que souvent, c'est à ce moment-là où il y a besoin d'une aide vraiment personnalisée pour aider à trouver l'outil ou à faire la transformation, pour que ça aille mieux. À l'issue de ça, tout le monde se réassocie, on partage les expériences. Et il y a toujours au moins un,
si ce n'est 2 ou 3, ou la totalité du groupe, pour qui ça a été quelque chose de vraiment extraordinaire. Et il explique ça. Les gens pour qui ça a moins bien marché, on le refait derrière. Et puis là, ça marche nickel. Et donc là, il y a un vrai intérêt à faire ça en groupe, parce qu'il y a une vraie émulation positive et des résultats beaucoup plus forts grâce à cet effet groupe. La 5e séance, elle va s'articuler autour de techniques de protection. Ce n'est pas forcément un objectif qui revient le plus souvent, la protection contre la douleur, en tout cas dans les groupes de cancérologie. Il y a très peu de patients au final qui vont demander des techniques pour se protéger contre la douleur. Mais on le fait quand même parce qu'on va se rendre compte que ça va quand même leur être utile lors de soins douloureux, lors de pansements, lors de connexions sur leur champ implantable. Il y a des chimiothérapies qui font des paresthésies dans les doigts ou dans les pieds, etc. Donc, c'est quand même important d'avoir des techniques de protection. Celle qu'on va utiliser le plus souvent, qu'on va enseigner le plus souvent, ça va être le gant de protection, le gant magique. Technique très classique des apprentissages d'hypnose. Là, par exemple, excusez-moi. Donc, l'idée, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais à mon avis, tout le monde connaît, c'est de fabriquer un gant autour de la main qui va... Donc, on fait une stimulation douloureuse d'abord sur la main. Ensuite, la personne en transe, en hypnose conversationnelle, va fabriquer ce gant de protection. Et après, on va refaire une sensation douloureuse. Et elle va observer que la sensation a disparu ou est beaucoup plus supportable. C'est ce gant analgésique. Après, la personne, elle peut transférer cette analgésie sur une partie de son corps qui va plus en avoir besoin. Soit elle peut le modeler pour en faire autre chose. Et les patients, ils vont en faire... plein de choses. Il y en a qui vont se faire des enveloppes entières de protection, il y en a qui vont se faire des écharpes de protection, il y en a qui vont se faire des serviettes de protection pour se protéger contre des ponctions lombaires, etc. Donc c'est vraiment une technique qui est très très efficace et on est vraiment à chaque fois très surpris par l'utilisation que vont faire les gens et par la créativité qu'ils vont avoir pour modeler cette forme de protection, cette forme d'analgésie. Là, c'est une petite vidéo qui illustre un petit peu cette fabrique de quoi ? C'est pas ça. Qui illustre la fabrique, donc un atelier de fabrication de gants de protection. Donc ça, c'est Mathieu Fontaine, on ne l'a pas présenté. C'est un infirmier anesthésiste, un ami qui travaille avec nous et qui aussi anime des groupes. On n'a pas dû le dire non plus, on est 4 en fait à la clinique à faire ça. Il y a Jérôme, moi, Mathieu Fontaine et Agnès Fremcourt, qui est aussi une collègue anesthésiste qui fait ces groupes. Donc maintenant, on est 4 à pouvoir répondre à cette demande d'atelier d'apprentissage de l'auto-hypnose. Pardon ? Votre idée de nous apprendre à nous protéger. À vous protéger, bien sûr. Ouais. Est-ce que, Christiane, vous avez un gant chez vous que vous mettez ? Comme ça, un gant. Sans doigt. Rayé jaune et jaune, rayé vert. Elle monte au moins jusque-là. Elle monte jusque-là. D'accord. Nickel. Pascal. On met la doigt, on fait des grosses moufles, mais avec des doigts. Quelle est la main qui a envie de faire cette expérience ? À la gauche. À la gauche. Bon, vous me dites généralement. Oui, ça fait mal. Vous, c'est la droite qui a envie de faire cette expérience. Main gauche. Main gauche. Oh ! Ouais, voilà. À observer la main qui a envie de faire cette expérience. Simplement l'observer. Voilà, je t'invite à mettre votre gant sur cette main. Confiez votre gant. Voilà, très bien. Et sentir déjà cette différence de température qui s'opère. Alors que les yeux continuent à regarder ce gant noir pour certains ou ce gant rayé vert et jaune. Je vais vous inviter à enrouler une bande tout autour de la main et recouvrir intégralement le gant et recouvrir intégralement l'ensemble des doigts, la paume de la main, le poignet. Je vais vous inviter maintenant à mettre une bande de plâtre ou une bande de résine pour certains qui aiment les couleurs. Et ce gant que vous venez de fabriquer, c'est un gant de protection que vous pourrez vous en resservir pour retrouver du confort. Juste en l'appliquant sur la zone qui en a le plus besoin. L'étirer, le modeler de telle manière qu'il s'épouse parfaitement à n'importe quelle zone du corps.
Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Ça va? Ok. Voilà. Ok. Voilà, et percevoir, c'est notre main qui s'est déjà bien protégée. Voilà. Très bien. Pour l'instant, ce que je voudrais, c'est que vous quittiez ce gant, hein, et que vous retrouviez la mobilité de la main et que vous le rangiez dans un coin qui vous est propre. Oui, oui, oui. Oui, là, j'ai pas senti grand-chose. D'accord. J'ai plus senti là. D'accord. J'avais pas le goût. Vous n'aviez pas le gant. D'accord, ok. Et moi, Christian. je trouve que oui, c'est démontré, quoi. C'est démontré. Que je peux me protéger. Et vous, Emmanuel? Ouais, c'est significatif. Moi, ce que je disais, ce qui m'a sauvé mes soirées, ça a été le gant. D'accord. Puisque j'étais pas encore complètement à l'aise sur la position assise Oui. du repas qui dure, pas le repas de 20 minutes Oui. à table. Et en fait, j'ai le 25, à un moment donné, j'ai dit, j'y arrive plus. Je suis allée me mettre dans ma chambre un quart d'heure. J'ai déplacé le gant, il s'est transformé en très joli. Ouais. Je suis revenue et j'ai tenu jusqu'à 1h du matin. Alors, par contre, depuis, ce que j'ai dit, autant j'arrive pas à le retirer. Non, je me rends pas compte. J'ai récupéré du feu de Dieu. D'accord. Depuis une semaine, mon mari me dit, mais c'est incroyable tout ce que tu arrives à faire, j'arrive à me baisser, j'arrive à faire des tas de choses que j'arrive pas du tout à faire. Ouais. Typiquement, cette semaine, c'est moi qui mets mon pantalon, c'est moi qui mets ma queue. Les chaussettes, c'est encore un peu juste. C'est bon, Stéphane? Ouais. Alors, 6e et dernière séance, qui est souvent une vraie séance de fête bien sympa. En général, ils s'organisent pour amener un petit apéro ou un petit goûter, suivant l'heure où c'est. Donc, c'est le moment de mettre au point les dernières choses, les dernières questions, etc. Éventuellement, s'il reste des techniques accessoires qu'on n'a pas fait, c'est également pendant cette séance qu'on les fait. Très souvent, on leur donne des métaphores pendant cette séance, et notamment la métaphore de l'arbre, qui est très intéressante pour les patients de cancéro, parce que derrière, il y a plein de notions de vie, de vitalité, de force, de compter sur ses racines, etc. On en profite aussi pour évaluer le retour. Est-ce qu'ils ont atteint leur objectif? Qu'est-ce que ça leur a permis de faire en plus? Et puis, à la fin, on leur remet un petit diplôme, ça c'est aussi toujours bien vu, donc un certificat de formation en auto-hypnose. Et ça fait très plaisir aux patients qui, des fois, n'ont pas eu de diplôme depuis très longtemps. Donc on arrive à l'issue de ces 6 séances. Très souvent, il y a des patients, ils sont fait des copains, ils ont échangé leur numéro, ils continuent de se voir. Bon, pour l'instant, il n'y a pas encore eu de couple ou de bébé, mais j'ai bon espoir que ça arrive un jour. Il y a Claire qui demande, est-ce que c'est toujours le même accompagnement pour le même groupe? Oui, on essaye de suivre notre groupe, parce qu'on le connaît, etc. Donc, pour résumer tout ça, les techniques, en fait, nous, on a donc 6 séances, on a un cadre de techniques qu'on va s'atteler à faire en sorte que les patients ils partent avec ce bagage minimal au terme des 6 séances. C'est le body scan, le lieu sûr, l'ancrage, le 1% pensée, la réification, le gant de protection, les exercices de présence et la technique de l'arbre. Il y a une question sur la technique de l'arbre, c'est, je vous fais très vite parce qu'on est pris un petit peu par le temps, c'est que chaque personne va laisser venir un arbre. Observez quel arbre son inconscient fait venir. Ça peut être un grand arbre, un petit arbre, un arbre qui est tout seul, un arbre qui est dans une forêt. Et juste observer cet arbre, se connecter, observer ses odeurs, ses couleurs. Au bout d'un moment, la personne, c'est plutôt si elle observe l'arbre ou si à travers vos suggestions, c'est elle-même qui a un arbre. Et à travers ça, vous allez utiliser plein de suggestions qui sont en lien avec l'arbre. La résistance, la solidité, l'adaptation, l'arbre qui peut protéger de la vie à l'intérieur de lui, l'arbre qui voit passer les saisons, des parties de l'arbre qui peuvent se casser, qui vont cicatriser, l'arbre qui peut être déplacé pour être
pour aller dans un autre endroit où il y a des jardiniers qui vont s'occuper de lui, etc. Donc à travers l'art, vous allez pouvoir utiliser plein de métaphores qui vont être utiles pour des gens qui sont dans un long parcours de soins de cancérologie. Alors ces techniques, après vous, si vous faites ça, vous pouvez utiliser toutes les techniques que vous voulez. Nous, on a mis ces techniques-là, mais on pourrait en utiliser plein d'autres. Après, j'en parlerai très brièvement tout à l'heure, mais là, en fait, on est depuis 1 an et demi, 2 ans, on est dans on fait un protocole de recherche sur ces groupes. Donc maintenant, on peut plus vraiment, on peut plus se permettre de changer de technique, de changer en cours de route. Donc c'est des techniques qu'on a définies au départ, et tant qu'on n'a pas fini notre protocole, pour l'instant, on est obligé de garder ces techniques. Mais après, toutes les techniques que vous savez faire, que vous allez utiliser, que vous allez apprendre, que vous allez voir sur le site d'émergence, etc., vous pouvez les utiliser à travers ces groupes. C'est vraiment très, très souple. Vous en faites ce que vous voulez. Après, il y a des techniques accessoires, d'autres techniques qu'on va utiliser. Par exemple, ça peut être de la lévitation. Moi, j'aime bien faire ça. Si vous aimez, vous pouvez le faire. C'est très utile pour les patients, pour amener de la légèreté. Voilà, ça, c'est un groupe, par exemple, de 2 patientes avec qui on a fait un exercice collectif de lévitation. C'est la vidéo. Après, ça peut être du nettoyage d'image, technique qui est très intéressante pour se débarrasser d'une image traumatisante, d'un son traumatisant. La dernière fois, c'était une patiente qui était traumatisée par l'odeur qu'il y a dans les salles de chimiothérapie, cette odeur. Donc, elle a fait venir 2-3 fois, et après l'odeur est partie, elle l'a remplacée par une odeur d'autre chose, de son parfum qu'elle utilise tous les jours, etc. Il y a la catalepsie, Jérôme vous montrera un petit peu tout à l'heure, qui est aussi très utile, soit pour l'induction, soit pour entretenir la transe. Ça peut être la goutte d'eau, la métaphore de la goutte d'eau, la fabrication d'une boule d'énergie pour retrouver de l'énergie. Voilà. Ça, c'est plein d'autres techniques qu'on va utiliser. L'expérience de réussite, ou se connecter avec une expérience de réussite, une expérience où on a réussi à surmonter une épreuve. Voilà. Ça peut être des liens, des techniques plus en lien avec le sommeil. Ça peut être utiliser les techniques des mains de Rossi ou des variantes des mains de Rossi, soit pour créer un lieu sûr, soit pour traiter un problème, etc. En fait, tout est utilisable dans ces groupes d'auto-hypnose. Moi, je vous ai mis ça. Je vous invite à aller aussi sur le site d'émergence où il y a vraiment plein de techniques d'auto-hypnose. Il y en a plein qu'on peut utiliser aussi dans ces groupes. Alors, la question qui se posait, c'était, peut-être qui vous est venue à l'esprit, c'est comment, actuellement, en période de Covid, de Zoom, de tout ça, on fait pour maintenir la présence de ces groupes. Parce que oui, effectivement, en mars 2020, il y avait 2 groupes qui étaient en route et puis qui se sont arrêtés de façon un peu précipitée. Puis dans un premier temps, comme tout le monde, on n'a pas su trop quoi réagir. On a profité des jours de congés forcés. Et puis le temps passant, toujours pas l'autorisation de reprendre les groupes en présentiel. Et on s'est demandé, est-ce que ce serait intéressant en visio? Donc on a fait l'expérience de faire ça en visioconférence. Et je vous avoue que avant le début de la 6e séance en visio, donc la première fois du groupe que j'ai fait, je me suis dit, c'est la dernière fois que je fais ça, c'est vraiment nul, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de convivialité, ça ne marche pas. Et puis, on fait cette 6e séance, et puis tout le groupe était plus que satisfait, hyper heureux. Ils avaient bien progressé, si bien que si, ça vaut quand même le coup, même si c'est sûr que c'est quand même bien plus sympathique en présentiel. Mais en visio, finalement, ça le fait bien. Alors, on a gardé exactement la même organisation, le même schéma, 6 séances, 1h30, 6 patients maximum, le même cadre, etc. On continue de faire le débriefing, et puis finalement, ce débriefing est toujours l'occasion d'échanges, de partage, etc. Je vous montre ce que ça peut donner en vidéo. Ceci est donc le lieu sûr avec le geste d'ancrage. Alors, j'arrive à mieux me concentrer en fait pour le lieu sûr quand je suis détendue. Par contre, quand je ne suis pas détendue, j'ai énormément du mal à aller à visualiser le lieu sûr et
Voilà, j'ai beaucoup plus de difficultés à rentrer dans la relaxation quand je suis dans des moments où je suis plus perturbée, on va dire. D'accord. Et bon, bah, c'est normal, hein, c'est forcément plus difficile quand c'est là où l'entraînement est intéressant, parce que c'est à force d'entraînement que ça devient plus facile pour l'utiliser dans ces moments moins faciles. Donc, si j'ai bien compris, Myriam, tu as moins d'idées parasites quand tu vas dans ton lieu sûr au moment où tu es tranquille, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Par rapport à avant. Par contre, dans les moments plus tendus, on va dire, là, les corbeaux, ils sont là. Oui, et là, c'est très difficile, j'abandonne. Pour l'instant, je n'arrive pas et ça m'énerve et du coup, j'abandonne. D'accord. Et c'est toujours la même chose qui revient? Non, pas forcément. C'est plus aussi un état où j'ai beaucoup de choses à faire, où j'ai beaucoup de... Et j'arrive pas à me concentrer pour me relaxer, quoi. D'accord. Bon. Et qu'est-ce qui serait utile alors, tu penses? Eh ben, peut-être une immersion plus facile dans le lieu sûr. En fait, pour l'instant, mon lieu sûr, je dirais, je m'ennuie peut-être un petit peu. Je suis pas... je visualise un lieu... C'est une mer avec une barque, c'est ça? Comment? C'est la mer avec une barque? Voilà, c'est ça. Mais bon, peut-être que je m'ennuie un peu dans ce lieu et que du coup, bah, je m'en vais rapidement quand j'ai autre chose à faire, quoi. L'important étant de garder à l'idée, enfin en tête, qu'il faut mettre de la sensorialité, hein, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, les odeurs, etc. Et tout ça avec, au-dessus, beaucoup de suggestions, de bien-être, de calme, si c'est l'objectif de votre séance. Hein. J'ai travaillé, c'est mon geste d'ancrage. Alors j'ai loupé des jours, hein, le week-end, c'est vrai que facilement, voilà. Mais je l'ai fait. Après, ça reste un moment agréable pour moi. C'est mon petit moment à moi. Je me sens bien quand je le fais. Je me sens bien après. Donc voilà, c'est un petit temps de point pour moi. Voilà, donc j'ai bien travaillé sur mon geste d'ancrage. D'accord. Oui, alors moi, bah, pareil, j'ai refait plusieurs fois, pas tous les jours, mais maximum. Et le lieu sûr, je me sens très bien. Le geste, voilà, je fais à chaque fois. J'ai essayé aussi pendant la séance de chimio. Oui. Donc, oui, ça m'a bien aidé parce que je me sens vraiment bien dans ce lieu. Et je me suis dit, peut-être qu'avec cette technique d'ancrage, je peux me programmer pour que pour la prochaine chimio, tout est au top. Et donc, je me suis programmé un petit geste. En fait, il y a un pour augmenter les globules blancs et puis l'autre pour les globules blancs et les plaquettes. Et l'autre pour les globules, les globules rouges. Voilà. Et en fait, j'étais surprise parce que ça marchait. Est-ce que c'est ça ou autre chose? Mais en principe, je suis très anémique de base et mes plaquettes sont basses même avant la chimio. Et là, mon cancérologue, elle était vraiment étonnée que ça, voilà, au niveau plaquettes, c'était top. Et puis l'anémie et les globules blancs étaient vraiment bien, quoi. J'avais jamais vu ça avant. Et ben voilà, ça a marché, entre autres l'hypnose. Bon.
Qu'est-ce qui a marché? Je ne sais pas. En tout cas, c'est super que ça a marché. Et c'est ça qui est important. Voilà. C'est ça qui est important, c'est que ça a marché. Bon, très bien. Très bien, Louise. Voilà, donc à la fois, il y a des réussites, mais aussi, c'est surtout l'occasion d'expliquer, de trouver des solutions. Donc, il y a une petite question pour les séances en visio. Quelles sont les consignes données aux patients? Vidéo obligatoire, cadrage, ou peu importe. Alors non, effectivement, comme vous l'avez vu sur cette vidéo, il y a la personne M qui n'avait pas de caméra, donc elle ne pouvait pas le faire. Et du coup, la personne qui vient de parler, quand elle ne parle pas, elle coupe sa caméra, ce qui m'embête beaucoup, mais comment est-ce que je peux lui demander de mettre la caméra alors que l'autre ne l'a pas? Idéalement, c'est sûr que c'est mieux s'il y a la caméra. Ensuite, question du cadrage. C'est vrai que c'est un gros point négatif de la visio, c'est qu'on ne voit pas la personne dans son ensemble et souvent on ne voit pas ses mains. Ce qui est un problème, surtout quand on fait des catalepsies ou des mains de Rossi. Si on demande aux patients de s'éloigner, des fois ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas la place, etc. Donc je le fais avec. Mais c'est sûr que ce n'est pas l'idéal et le groupe en présentiel, c'est nettement mieux, entre autres pour ça. Voilà, donc ça permet de faire des débriefings, ça permet également de faire des tranches de groupe, hein, comme sur l'exemple que je vais vous montrer, très rapide. C'est une catalepsie en groupe. Donc, pour commencer, prenez un petit repère sympa chez vous, là, visuel. Écoutez le bruit, le son de ma voix ou autre chose. Installez-vous bien confortablement, dans une position qui vous est favorable pour entrer en transe. Prenez une inspiration pour observer les odeurs, le goût. Et puis, donc, je vous suggère de mettre ce bras, le droit, le gauche, comme vous voulez, dans une position confortable. Prenez le temps de tester pour vous quelle est la meilleure position. Et puis, une fois que vous avez trouvé cet équilibre, je vous invite à regarder cette main. Cette main que vous avez choisie. Donc, vous n'avez pas souvent l'habitude de la regarder de cette façon-là. Vous pouvez en observer les contours. Observez les couleurs. Observez les zones éclairées, les zones rondes. Observez s'il y a des mouvements ou pas. Et puis choisissez un de ces éléments, celui qui vous attire le plus ou le plus agréable. Peut-être la plus belle couleur. Et observez-la attentivement. Jusqu'au moment où ce que vous avez choisi est bien imprégné dans votre rétine et vous pourrez simplement fermer les yeux. Et continuer à voir cette image, les yeux fermés. Et puis à ce moment-là, une partie de vous peut s'intéresser aux sensations de la main. La température, sa position. Est-ce que cette main bouge? Est-ce qu'elle est immobile? Et puis observez la sensation la plus agréable au niveau de la main. Et pendant ce temps, accompagné de cette sensation agréable et de cette image agréable, je vous invite à prendre le chemin qui va vous accompagner vers votre lieu sûr. Arriver dans le lieu sûr, s'assurer que tout est bien rangé, que tout est en ordre. Et puis reprendre un chemin à l'inverse qui, au fur et à mesure que vous rebroussez chemin, vos pieds vous ramènent
vers le début, vous pouvez reprendre petit à petit conscience des sensations dans la main, dans votre main. Votre main que vous avez positionnée dans cette position, prendre peut-être conscience qu'elle est là, puis mettre un petit peu de mouvement. Et puis quand vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux pour retrouver l'élément que vous aviez choisi au départ. Et puis bien mettre du mouvement dans la main, dans le bras, l'étirer, également dans l'autre. Se remettre en mouvement, retrouver l'odeur, le goût normal, la façon dont vous êtes assis. Voilà, bien s'étirer, Sabrina, bien. Et voilà, retrouver le petit élément visuel et auditif que vous aviez pris aussi au départ. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut exprimer ce qu'il a ressenti ou pas au niveau du bras? Qu'est-ce que ça a changé? Pour moi, la position était un peu inconfortable, parce que j'étais quand même un peu crispé pour maintenir le bras. Et finalement, assez rapidement, j'ai complètement oublié le bras pendant que j'imaginais le lieu sûr. Et puis, j'ai essayé d'en imaginer un autre où je suis allé. Pendant une longue période, jusqu'à ce que vous disiez de revenir au bras, je l'avais en fait complètement oublié. Malgré la position qui n'était pas si confortable. Le poignet cassé, c'est pas confortable non plus. Et pourtant, je le sentais plus du tout, en fait. D'accord. Alors, si cette position ne te convient pas, Vincent, modifie-la légèrement, hein, d'accord? Si c'est le poignet cassé qui n'est pas bien, ne le casse pas. Après, classiquement, c'est ça. Après, ce qui est important, c'est d'être confortable. Mais comme tu l'as très bien dit, très rapidement, on l'oublie. Hein. D'accord? Mais après, si oui, c'était pas douloureux. Hein. Si au départ, parce que moi, personnellement, comme ça, je l'ai oublié aussi. Moi, je suis très confortable à ce niveau-là, mais chacun a une position de confort qui lui est propre, hein, donc trouve la tienne. D'accord. Ok, super. Quelqu'un d'autre vous faire partager? Moi, j'ai été bien, ça m'a pas gênée dès le départ. Non, je l'ai pas senti. Je me suis pas occupée du bras, en fait. Voilà. Ok. Alors, vous vous dites peut-être qu'il y avait un mauvais élève parce que la personne, l'écran en haut à gauche n'a pas fait sa catalepsie, ne s'est pas étiré, etc. En fait, cette personne-là s'appelle Louis, il est interne en médecine générale et il apprend l'hypnose et donc il suit le groupe pour apprendre lui-même éventuellement à faire ça derrière. Il vient aussi nous voir en consultation. Voilà. Après, donc on peut faire des choses comme d'habitude. Il y a quand même des adaptations qui sont nécessaires. Et par exemple, pour les documents, ça c'est facile, on les envoie par mail. Hein, c'est même bien, ça fait des économies de papier, c'est bon pour la planète. En ce qui concerne l'ordonnance qu'on leur donnait, du coup, je leur envoie un mail à chaque fois avec comme consigne ce qu'ils doivent faire, la date de la séance suivante, etc. Et puis, des fois, il y a également des adaptations à faire en termes de technique, comme par exemple pour la réification, où on ne peut plus faire ça de façon individuelle, collective, je veux dire, mais par contre, à ce moment-là, je le fais de façon individuelle avec tout le monde. Claude, il nous resterait encore 10 minutes de présentation. Est-ce qu'on les a ou pas ? Ça veut dire oui, ça. Hein? Ça veut dire oui? Allez, 5 minutes alors. Okay. 5 minutes. Bon, on va passer cette vidéo. En tout cas, ça marche très bien, quelles que soient les techniques. Bon, il ne reste plus grand-chose. Oui, l'évaluation. Ce qui est important, à notre avis, c'est dans chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est de l'évaluer. Ça, c'est une fiche d'évaluation qu'on donne à la fin de la 6e séance au patient.
sur ce qu'ils attendaient de ces ateliers, ce qu'ils ont utilisé, en quoi c'était utile, les techniques dont ils se servent, etc. Ça nous permet d'évaluer notre pratique. On va passer rapidement là-dessus. Ça, c'est des retours. En fait, ça marche vraiment sur plein de facettes de la vie des gens. Il y a des gens pour qui ils vont trouver que c'est utile pour retrouver de l'énergie, pour marcher. Il y en a qui vont trouver que c'est utile parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont perdu moins de cheveux que ce qu'ils pensaient. Il y en a qui, comme la dame tout à l'heure, c'est sur ces globules blancs. Il y en a, ça va être juste qui sont plus tranquilles, qui dorment mieux. Il y a plein de... Alors, il y a des gens qui vont se servir de 5 techniques. Il y a des gens qui vont se servir d'une seule technique sur les 10, 15 qu'ils auront vus. Ils vont peut-être se servir que du body scan, il y en a qui vont se servir que du nettoyage d'image. C'est vraiment très mélangé en termes de pratique, de retour des patients. Mais je dirais que la majorité des patients, en tout cas tous ceux qui nous répondent ou ceux qui nous donnent leur avis, ils ont tous des retours très positifs et très encourageants. Je dirais 99% des patients. On va passer là-dessus, on va juste finir en conclusion, en forme de conclusion, je pense, sur une petite vidéo de retour de patients. Après, de manière un peu plus large et un peu plus scientifique, en 2 mots, on a en ce moment un protocole de recherche qui est en place là, sur ces groupes, qui est censé inclure 120 patients. Là, on en est à 117 patients, donc il nous reste 3 patients à inclure pour qu'on puisse comparer un groupe d'apprentissage de l'auto-hypnose versus un groupe qui ne fait pas d'auto-hypnose. Des groupes qui ont été randomisés, une étude prospective, randomisée, etc. Donc, on aura peut-être les résultats en tout cas des premiers résultats pour le prochain congrès d'émergence à Saint-Malo. Donc, on évalue la qualité de vie, la fatigue, l'anxiété, la consommation médicamenteuse, quels sont les outils qui ont été utilisés, etc. C'est sur le cancer du sein et puis il y a quelques patients du cancer du côlon. Voilà. Pour terminer, une petite vidéo de retour de patients. Voilà, c'est les patients qui parlent le mieux de leur expérience, qui parlent le mieux de ce qu'ils ont ressenti, de ce qu'ils ont utilisé, etc. Donc, on vous laisse regarder ça. Ça fait depuis le mois de décembre que j'avais arrêté le yoga parce que mon opération, tout ça. Et en fait, j'avais même ça m'inquiète, ça m'angoissait même de reprendre. Je me dis, cette semaine, je me suis remis au yoga. Et hier, j'ai fait une sortie en montagne. Mais je vais y penser là maintenant. Hein. Je ne l'ai pas associé à quoi que ce soit. Je me dis peut-être que ça a quelque chose de... Je ne sais pas. Après, c'est complètement... s'il y a quelque chose, s'il y a un lien, c'est complètement inconscient. J'ai récupéré du feu de Dieu. D'accord. Depuis une semaine, mon mari me dit, mais c'est incroyable tout ce que tu arrives à faire. J'arrive à me baisser, j'arrive à faire des tas de choses que j'arrive pas du tout à faire. Donc ça t'a permis, les séances, ça t'a permis quoi alors, par rapport à ça? De mieux appréhender, et puis j'étais quand même plus serein, plus zen. Plus zen, plus calme, quoi. Ouais, plus calme, ouais. Ok. Alors là, au moment de l'opération, c'est assez curieux parce que je ne me suis pas rendu compte. Je suis allée, mais très décontractée. Après aussi, et je me dis que ça a influencé la guérison. Ouais. De quelle manière alors? De quelle manière? C'est que je ne me focalisais pas sur les douleurs, sur les conséquences, voilà. Quelle que soit la technique, le nom qu'on y met, je pense que c'est très bien. Déjà dans ce que j'ai vécu, c'est-à-dire une maladie, mais après, au quotidien, quoi. Il faut développer ça. Voilà, c'est une idée. Moi, ça m'a beaucoup aidé pendant ma chimio. Ouais, de quelle manière alors tu dirais? En fait, moi j'avais une poche que j'ai gardée pendant 8 mois. Ouais. Et en fait, j'avais un prolapsus, c'est-à-dire les intestins qui sortent de travers la poche. Ouais. Et la seule façon de les faire rentrer, c'était de me relaxer. Et l'auto-hypnose, ça me permettait en fait, de le rentrer de te relâcher plus rapidement. Ouais. D'accord. De me relâcher beaucoup plus rapidement et ça revenait normal. Ouais. J'allais aussi pour les séances de chimio de temps en temps. Pendant la séance de chimio, pendant la séance, voilà, je partais. J'ai utilisé ça assez souvent finalement. Ouais. Et puis encore maintenant, quand je vais à l'hôpital régulièrement, je l'utilise. Qu'est-ce que ça t'apporte alors? Ça me permet de vivre un peu mieux ce que j'ai à vivre, qui est pour moi pas agréable, et qui est stressant, qui est angoissant, qui peut être douloureux des fois.
J'étais avec le soin, enfin l'obligation du soin du truc, là, médical. Ouais. Et pour me rassurer, pour essayer de me détendre, pour accepter ce qui se passait dans mon corps. Et j'étais ailleurs. D'accord. Voilà. Je pense que dans cet atelier, on a une prise de conscience de ressources qu'on peut avoir en nous. Ouais. Et du coup, le fait d'être dans ce cheminement sur 6 séances aussi avec ces outils-là, d'apprentissage, d'initiation, je trouve que c'est déjà d'être dans une démarche pour faire avec la maladie et tout ce qu'il y a autour. Quoi. Et du coup, je trouve ça aussi intéressant. Quoi. Ok. Bon ben voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Claude de nous avoir laissé déborder un petit peu. À vous les studios. Attends un petit peu, parce que vous êtes des sacrés coquins tous les deux. Hein. Quand on a discuté il y a 3 semaines, vous m'avez dit « Oh là là, on ne sait pas trop ce qu'on va mettre dedans. Peut-être que 3/4 d'heure ou 1 heure, ce serait suffisant. » En fait, on aurait pu avoir 3 heures, hein, facile. Moi, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Je devais m'absenter un peu pendant votre présentation et en fait, je suis resté là tout le temps parce que je n'avais pas envie de rater la moindre miette. Donc, c'est vraiment superbe, votre travail, puis votre présentation, quoi. C'est avec les vidéos, les patients. On voit bien que c'est un travail en relation avec une empathie et une bienveillance extraordinaire. Voilà. Donc, chapeau, chapeau. Merci. Comment? Et on peut... Alors moi, je vais applaudir. Et donc, il y a à peu près 300 personnes qui sont en train d'applaudir en même temps. Ok. Merci à tous.